Thank you and welcome Bonjour et everybody. bienvenue à toutes et à tous. We already over 160 people connected Nous for avons plus this de Patricia 150 podcast, personnes connectées, ce qui est très and positif. Je m'appelle Patricia speaking to Coca. you from J'interviens Brussels. depuis I'm Bruxelles the communication and knowledge management lead for the Global et Evaluation je Initiative. dirige And welcome to l'initiative the mondiale webinar that today we have organized together d'évaluation. with Clear Francophone Africa. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de Today l'Afrique, is comme vous le savez. C'est un and plaisir de vous this voir webinar aujourd'hui. is Et focused ce webinaire est l'un on des nombreux que nous avons organisés au cours des derniers mois together avec with Clear Clear Africa FA in order to share knowledge dans le and but de partager nos give good connaissances awareness to the et de evaluation faire mieux process. connaître le milieu de Since l'évaluation. we Puisque started nous a commençons little déjà un late, petit peu we are en inviting retard, you je vais laisser sans as plus a attendre la parole to the moderator à of la this personne qui session, va modérer Dr. cette Edoe. session. Il s'agit du docteur He will be Edoé. moderating this Il very va good animer panel and very cette discussion qui va être relevant sans aucun to doute très today's intéressante et geopolitical pertinente par situation rapport à la here situation and géopolitique du moment. kind of making all of us wonder Nous how nous we will demandons proceed tous and how to quelle est la manage marche this à suivre situation. véritablement So, au Edoe, cours de cette please, période your floor is incertaine. yours. Edoé, le micro est à vous. Thank you very much, Patricia, Merci beaucoup, Patricia. fellow evaluators, esteemed colleagues, distinguished Chers collègues, guests. mesdames et It is a messieurs les privilege to invités, be c'est un able to véritable moderate privilège this pour moi event, que GEA. d'avoir l'occasion d'animer It is an opportunity ce for our webinaire. C'est community l'occasion pour to notre reflect on communauté how we can de act so that réfléchir evaluation aux façons dont nous can pouvons contribute agir more pour que to l'évaluation the puisse goal of contribuer ownership of davantage our continent, à the African l'autonomie continent, et au sentiment and de propriété de across notre its continent, le continent its development africain, trajectory. avec sa trajectoire de développement. In a very uncertain world, where Nous the sommes dans un rules of monde très international incertain, où cooperation les règles de la change, coopération internationale sometimes sont en train unilaterally, de changer, by the parfois de will manière of few. unilatérale à Over the past l'initiative decades, des pays les plus puissants. Africa has made Au cours des dernières significant décennies, progress l'Afrique in the a field of enregistré des progrès evaluation. considérables dans le domaine de Let l'évaluation. me outline some elements of this progress. Je voudrais As en you indiquer all ici know, quelques éléments. the Comme vous le African savez tous, continent le has continent today africain a growing number of evaluation experts comporte un nombre who croissant has been d'experts en supported by various évaluation, programs, including international programs such as IPTED, avec des programmes SHIPDET, comme IPDET, Evaluation SHIPDET Craft, but et also a d'autres. growing number of academic Mais nous avons university aussi un nombre programs. croissant de programmes And this universitaires et provide development académiques with a qui critical proposent au mass of continent une evaluators, masse critique including in the d'évaluateurs, various y fields compris in dans evaluation, but différents also domaines. in various sectors. Evaluation across the continent is now enshrined Sur le in continent, constitutions, l'évaluation est ancrée dans les and we have seen constitutions also the emergence et nous avons vu of a l'apparition very dynamic network of d'un réseau très national dynamique evaluation association across the continent, d'associations nationales almost d'évaluateurs sur every l'ensemble du country continent. on the Presque tous les continent pays has en at least comptent au one moins une, VOP. And more que recently, l'on we désigne en have anglais seen par l'acronyme the VOP. emergence of national evaluation Récemment, systems nous avons vu l'apparition de where systèmes our d'évaluation governments have taken nationaux. Nos initiatives gouvernements to prennent set up national l'initiative evaluation de policies, mettre en place but des also to politiques promote nationales the use of d'évaluation et de evaluation in favoriser decision le making. recours aux And évaluations we have dans la seen many prise de innovations décision. in the field of Nous avons assisté evaluation, à des innovations dans le domaine de l'évaluation. the Made African evaluation Vous avez par network exemple le is programme an d'évaluation example of Made this African innovation. Rapid evaluation ou and other encore Rapide methodologies Évaluation has been developed. et d'autres And méthodologies we have d'évaluation qui ont also été seen élaborées. the Nous avons par development of ailleurs networks vu and community of l'apparition de practice réseaux et de across the communautés de continent. pratiques sur l'ensemble du continent. However, while we celebrate this progress, Toutefois, we ces have progrès also to sont recognize certes à célébrer, mais il faut the aussi dependency of reconnaître the continent la vis-à-vis dépendance de notre continent cooperation in the field vis-à-vis de of la coopération evaluation. internationale dans le domaine de Next slide, l'évaluation. please. Prochaine So, diapositive. evaluation, the evaluation Les capacity capacités on the d'évaluation continent today sur le is continent de nos dependent jours heavily on the dépendent international encore cooperation. en grande partie de la coopération internationale. When this is the example of Voici Benin, l'exemple du where Bénin, we have seen over the past où 10 years
Au cours des 10 dernières années, nous avons vu la mise en œuvre d'une politique nationale d'évaluation, mais le budget national qui y est consacré n'a pas connu de hausse significative au cours de cette décennie. Et donc cette dépendance de nos pays vis-à-vis de la coopération internationale dans le domaine de l'évaluation est une réalité qui nous amène à une conclusion. Et cette conclusion, c'est que les évolutions dans le domaine de la coopération internationale pourraient avoir des retombées significatives pour le développement des capacités d'évaluation, en bien ou en mal. En Afrique, c'est dans les moments difficiles que l'on peut également opérer des innovations et des progrès. Et donc, il va y avoir deux scénarios possibles. Dans un cas de figure, on crée les conditions qui permettent aux contributions locales de combler les déficits de soutien au titre de la coopération internationale, d'une part, ou d'autre part, vous avez un scénario plutôt pessimiste où l'évolution de la dynamique en matière de coopération internationale nuit au progrès dans le domaine de l'évaluation et de développement des capacités en la matière. Ainsi, il faut prendre des mesures osées et déterminées. Il faut faire preuve d'intention dans notre façon de transformer l'évaluation afin que ce soit un outil pour l'autonomie du continent. Pour ce faire, il faut évaluer les innovations et les progrès réalisés jusqu'ici. Et c'est un débat que nous allons avoir aujourd'hui avec nos intervenants de marque. Le premier d'entre eux, Monsieur Thomas Melonio, va nous peindre le tableau de la coopération internationale actuellement. Ensuite, nous allons voir les défis du renforcement de l'autonomie dans le domaine de la gestion des politiques et des projets. Le son de l'orateur s'est arrêté, disent les interprètes. It seems that Edoe On dirait que le son de Monsieur is Edoé frozen. s'est gelé, So donc je vais simplement before poursuivre. Donc, comme vous disiez, Edoé, le deuxième intervenant va parler des défis dans la construction de l'autonomie dans le domaine de la gestion des politiques et des projets. Ensuite, Linda Ray va nous parler des outils et des approches disponibles pour promouvoir l'autonomie dans le domaine de l'évaluation. Et enfin, nous allons entendre Madame Goné Ndoye, qui va nous parler de la façon dont nous pouvons mobiliser les acteurs locaux ainsi que les capacités d'appropriation et d'autonomie dans le domaine de la politique publique et de l'évaluation. Et donc, je voudrais vous présenter sans plus attendre Monsieur Thomas Melonio et je vais lui donner la parole. Merci beaucoup, Merci. Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir associé à cet événement. Euh, Peut-être quelques mots. En réfléchissant à ce séminaire, je me suis demandé quels étaient les points qui pouvaient réunir les personnalités qui s'intéressent au développement, que ce soit en Europe ou en Afrique. Euh, donc moi, je vous parle depuis Paris, hein, où je suis le chef économiste de l'Agence française de développement. Peut-être vous dire quelque chose. Je crois qu'il y a un élément qui est en partage, c'est les attentes très fortes de nos citoyens, de nos populations vis-à-vis des politiques publiques et probablement une forme de doute ou d'attente non satisfaite vis-à-vis de ces politiques publiques. Donc je crois que le besoin d'efficacité, d'efficience des politiques publiques, on le retrouve un peu partout dans le monde, mais peut-être de manière très prégnante en ce moment en Europe comme en Afrique. Donc ça, je crois que c'est le défi commun que nous avons. Je vais passer peut-être à la dispositive suivante. Maintenant, pour faire une focale sur les politiques internationales et les politiques de solidarité en particulier. Je crois que la situation actuellement qu'on observe à l'évidence aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe et probablement dans d'autres régions du monde, c'est une pression, sans doute un risque de repli sur soi, de volonté de s'occuper d'abord des problèmes nationaux avant de s'occuper des problèmes internationaux.
Et ça, évidemment, c'est un problème pour tous les acteurs qui dépendent ou s'appuient sur des financements internationaux. Très concrètement, ce qu'on a observé, c'est que les financements de développement sont en réduction, soit très rapide, soit moyenne. Mais si vous avez suivi les dernières publications de l'OCDE, encore hier, sur les chiffres de l'aide publique au développement 2024, on observe une réduction. Et pourquoi je crois que c'est en lien avec notre sujet du jour, c'est que le besoin de démontrer les résultats, les impacts des politiques publiques au nord comme au sud sont devenus un sujet politique majeur, à la fois parce que les ressources publiques sont rares et que les attentes de la société sont très importantes. Peut-être next slide, please, ou diapositive suivante. Euh, le, Peut-être l'élément que je voulais porter aussi à votre connaissance, c'est que je ne crois pas que ce combat ou cette lutte qui peut nous regrouper sur tous les continents qui nous réunissent aujourd'hui, ce combat n'est pas perdu. Et pour donner quelques exemples sur la manière dont l'AFD, l'Agence française de développement, perçoit les enjeux d'évaluation, nous avons très récemment revu notre politique d'évaluation pour introduire quelques nouveautés. La première, c'est que je disais en introduction que les sujets d'évaluation des politiques publiques sont communs. On souhaite de plus en plus que des évaluations soient réalisées conjointement entre nos propres services, mais aussi les autorités des pays en développement auxquels nous amenons des financements. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on a une focale spécifique sur le continent africain, mais ça vaudrait aussi dans d'autres contextes. Je peux prendre des exemples très concrets. Je voyais qu'il y avait des collègues du Sénégal qui nous regardent. Avec le gouvernement et les autorités sénégalaises, on souhaite réaliser une évaluation ensemble sur le train express régional. Pourquoi? Parce que c'est un sujet d'intérêt pour les citoyens sénégalais, mais c'est aussi un sujet d'intérêt pour l'Agence française de développement que je représente. Et le fait de partager ensemble des résultats, je crois, est une manière d'abord d'apprendre ensemble et de se mettre d'accord sur une redevabilité commune. Et je vais dire même avant même d'en venir à la redevabilité, le fait de choisir ce que sont des sujets d'apprentissage de redevabilité en commun, à mon avis, est un élément très important. Deuxième chose, et on va en parler, je pense, aujourd'hui, c'est différents types d'évaluations qui peuvent contribuer au débat des politiques publiques, que ce soit en Europe ou en Afrique. Évidemment, l'évaluation de projets est nécessaire, c'est là, je crois, que sont la base des apprentissages. En revanche, ce qui nous semble très important aussi de notre côté, c'est de regrouper parfois des évaluations pour en tirer des leçons stratégiques. Si vous regardez uniquement un projet dans le domaine de l'éducation, de la santé ou des transports, il y aura toujours des conclusions qui seront spécifiques au contexte ou à la période considérée. En revanche, regarder des ensembles comparables, relativement homogènes, je crois, permet de tirer des leçons d'une portée plus importante que simplement les leçons qui sont issues d'un projet. Dernière chose, nous pouvons regarder un projet, une politique publique au regard de son process, de son efficience. C'est intéressant et utile, je crois aussi, d'apporter une démarche scientifique et dans certains cas d'imaginer des contrefactuels pour se demander quelle aurait été la situation si jamais une intervention particulière n'avait pas été entreprise. Puisqu'on peut regarder souvent les réalisations, mais toujours faire l'expérience intellectuelle du contrefactuel est un élément important et introduire une dimension scientifique dans l'évaluation, je crois, peut nous aider à être plus convaincants et à avoir des évaluations plus utiles. Peut-être un dernier un next slide ou diapositive suivante. Vous donnez aussi quelques éléments sur les capacités d'évaluation. Je crois que le développement de capacités d'évaluation, d'ailleurs c'est aussi un enjeu qu'on voit en Europe, est un élément clé. Donc pour l'AFD, par exemple, investir dans la capacité statistique, la production de données et l'innovation au secours de l'évaluation, par exemple par l'utilisation d'images satellitaires ou de données innovantes venant des téléphones mobiles, je pense peut nourrir la réflexion et les débats sur les politiques publiques. Il ne faut pas croire que ça viendra spontanément, c'est à la fois un investissement en termes de ressources humaines. Je suis content qu'on ait un partenariat aujourd'hui avec le CESAG, on pourrait citer aussi l'NCA Abidjan par exemple où j'étais récemment. Il faut produire des ressources humaines qui sont capables à terme de conduire des évaluations et d'utiliser ces données, c'est une première chose. Et deux, cette réflexion s'étend aussi au sein de l'État ou des institutions publiques qui ont elles aussi besoin de ressources humaines capables de concevoir, puis de suivre et puis d'interpréter, d'utiliser ces évaluations. Dernier élément,
je pense que c'est très utile quand on fait une évaluation d'être clair sur les objectifs qui sont poursuivis. Et ça a été probablement un des défauts de la politique de développement de solidarité en Europe. Si un projet a un objectif social, on peut l'évaluer au regard de cet objectif. Quand il y a un objectif géostratégique, quand il y a des objectifs d'intérêt économique, je pense qu'évidemment, il faut qu'il gagne à être explicité, puisqu'on ne pourra jamais évaluer un projet ou un financement international au regard d'objectifs qui n'auraient pas été clarifiés dès le départ. Et dans certains cas, il y a en effet des objectifs politiques, géopolitiques, dans le monde d'aujourd'hui encore plus qu'hier. Donc je pense que c'est important de le dire parce que la politique de développement en Europe a de multiples objectifs qui peuvent être de solidarité, qui peuvent être géopolitiques, qui peuvent être migratoires, qui peuvent être technologiques. Et si on n'identifie pas clairement ce qu'étaient les objectifs finaux d'une intervention, alors on ne pourra pas l'évaluer de manière correcte. Et je pense que c'est bien de sortir voilà, de ce brouillard d'hypocrisie. Si jamais il y avait parfois des objectifs masqués, alors il est bon de les expliciter parce que ce sera une dimension très importante de l'évaluation des politiques publiques, en particulier dans leur dimension internationale. Voilà, mais merci encore aux organisateurs et puis je suis très heureux d'être là, éventuellement de répondre à des questions s'il y en a plus tard. Merci. Thank you very much, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. Thomas est l'économiste en chef et le directeur exécutif de l'innovation et de la stratégie de la recherche à l'Agence française de développement. Merci beaucoup, Thomas. Nous aurons une séance de questions-réponses à la fin. Pour le moment, j'aimerais passer le micro à Lavagnon. C'est un professeur et leader mondial de la recherche sur la gestion des projets de développement international au niveau de la santé et autres. C'est aussi le directeur fondateur du Observatoire des projets majeurs à Ottawa. Ika, j'aimerais vous donner la parole. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler tous les intervenants de parler lentement pour que les interprètes puissent mieux faire leur travail. Merci. Merci beaucoup, Patricia, pour cette belle introduction. Merci aux organisateurs pour cette invitation et merci à l'auditoire. Je vais faire la présentation, le reste de la présentation, je vais la faire en anglais, mais sentez-vous bien à l'aise de me poser les questions en anglais comme en français. Suite à la discussion tout à l'heure ou à la présentation de M. Molonio, I would like to focus here. J'aimerais me concentrer sur les raisons pour les... Donc, je pense que ça sera intéressant de nous... L'Afrique s'intéresse à la géopolitique, vous le savez. J'aimerais suggérer que l'Afrique a un problème, c'est la montée de l'incertitude géopolitique au niveau des projets. Nous l'avons vu quand l'USAID a été endommagé, créant des vagues de choc dans différents pays africains et différents dirigeants de projets sont entrés en conflit quand ils recherchaient des façons de gérer ces perturbations, ces réductions de financement. Alors, c'est un problème et je vais suggérer que bon nombre des projets financés par les Chinois et la ceinture de soie. Nous avons vu ces pressions aussi pendant la pandémie où l'Afrique n'a pas eu sa part de vaccins. Donc, l'incertitude géopolitique est un phénomène permanent. C'est vraiment le fait que certains projets peuvent rencontrer des problèmes dus à des changements de politique importants réalisés ou par des pays puissants pour des gains politiques ou autres. Mais cette pression géopolitique sera encore plus importante pour les projets que j'appelle de grands challenges. Ce sont les projets qui cherchent à s'attaquer à la réduction de la pauvreté, le développement non durable, le changement climatique, les pandémies mondiales, les grands problèmes du monde. Donc, j'aimerais que nous réfléchissions à comment
évaluer le succès de ces projets et leur impact, parce à mon avis, les projets de grand challenge ne réussissent pas. Ils ont un impact. Il ne s'agit pas de l'efficacité ou la mesure dans laquelle nous pouvons les compléter à temps ou dans les coûts. Ce n'est pas simplement une question d'efficacité. Il s'agit plutôt du long terme, de la durabilité adaptive, donc des avantages de ces projets. Alors, j'aimerais répondre à la question, est-ce que ces évaluations, les critères d'évaluation que nous utilisons normalement, est-ce que ces approches sont vraiment adaptées? Je m'intéresse depuis longtemps aux projets qui cherchent à réduire la pauvreté mondiale avec des sujets plus novateurs. Je me demande comment est-ce que la gestion des projets peut aider à traiter ou à résoudre ou à nous attaquer aux problèmes tels que les grandes pandémies. Comment pouvons-nous appliquer les règles mondiales? Et depuis, je me pose des questions quant au rôle de la gestion des projets quand il s'agit de s'attaquer aux grands challenges tels que le développement durable ou le changement climatique. Ce qui est clair, c'est que ces projets de grands challenges ont tendance à être bien plus complexes, bien plus incertains à gérer. Pourquoi? J'aimerais suggérer que deux caractéristiques les rendent plus difficiles à gérer. Premièrement, ils ont tendance à avoir des objectifs difficiles à définir. Ils ont tendance à évoluer sur le temps et il y a de nombreux parties prenantes dans de nombreux pays de part et d'autre du monde qui y sont impliqués, qui ont différentes attentes, et cela rend la réalisation de ces projets qui ont lieu dans des environnements complexes difficile à gérer. À cause de cette complexité, à cause de cette incertitude accrue, cette logique linéaire que nous connaissons dans la gestion basée sur les résultats, les modèles logiques ne sont pas très utiles. Il nous faut des réponses autoritaires, une réponse collaborative à la complexité. Les bonnes pratiques ne seront pas adaptées à ceci. Ce qu'il nous faut, c'est des pratiques les mieux adaptées, qui sont en ligne avec la réalité du contexte. Il nous faut des pratiques d'évaluation, de gestion de projet qui sont adaptées au contexte particulier où ces projets Grand Challenge sont déployés. À cause de la matière, de la nature floue de ces projets, les critères d'évaluation ne seront pas vraiment à la hauteur. Il ne faut pas simplement s'assurer que ces projets soient efficaces, il faut qu'ils aient un impact. Quand on parle d'impact pour ce genre de projet, ce serait le nombre de vies sauvées par ces interventions. Les critères de l'OCDE ont tendance à être linéaires quant à leurs hypothèses et face à cette complexité, ils ne seront pas au niveau. Nous savons quels devraient être les contours de la réussite, non seulement pour la réussite des business cases ou la création de valeur. Il s'agit aussi de la distribution de valeur pour de nombreuses parties prenantes, dont les bénéficiaires et les personnes pauvres et marginalisées. Il y a un besoin de nouveaux critères d'évaluation qui seront adaptés à leurs objectifs pour ces grands projets de mise à disposition de biens communs. Je vais me concentrer sur certains d'entre eux car le temps est limité. Il faut des critères de transformation puisqu'il s'agit là d'initiatives de transformation et ainsi nous devons envisager les choses en termes d'un point de vue adaptif sur la durabilité, ensuite des principes de réflexion en système et des concepts de complexité, et également l'équité, la diversité et l'inclusion.
L'objectif, c'est d'apprendre, d'expérimenter, de s'adapter. Il s'agit aussi de voir comment le projet peut permettre à beaucoup de parties prenantes d'expérimenter et de s'adapter. Et donc, il faut trouver ces nouveaux critères. Il faut également changer de paradigme quant aux facteurs de réussite. La question, ça ne devrait plus être qu'est-ce qui fait ces grands projets, qu'est-ce qui fait la réussite de ces grands projets, mais plutôt le contexte est tellement important ici qu'il faut dire dans quelles circonstances est-ce que ces projets fonctionnent. Quels sont les contextes et les circonstances institutionnelles et quelles sont les circonstances propres au projet? Voilà autant de questions que nous devons nous poser si nous voulons que l'évaluation de ces projets soit utile pour les populations, avec création et distribution de valeur pour les parties prenantes. Et je m'en tiendrai là. Je vous remercie. Et, Thank you, Ika. Thank you very much. Un grand merci, Monsieur Ika. Edoé, vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allez-y. For all the technical glitch. Désolé de tous ces problèmes techniques. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Ika, de cette présentation. Which also provided some key lessons learned from the project management fields. And the next panelist will be Professor Linda Ray, who will then reflect on how evaluation can be improved to actually help promote this autonomy. Please, next slide. Professor Linda Ray is work at the École nationale de politique de École nationale d'administration publique du Canada, ENAP. She's a knowledge broker, but also a well-known evaluator with experience in various fields, including health. And she will reflect on the innovation and new approach. Et cette nouvelle approche dans le domaine de l'évaluation pour promouvoir l'autonomie et l'appropriation dans la politique publique. Madame Linda Ray, vous avez la parole. Thank you very much, Edway. Merci beaucoup, Edoué. Merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir d'être ici pour parler d'évaluation et notamment les points de départ pour l'évaluation dans un paysage de coopération internationale en mutation. Je vais poursuivre ma présentation en français et je vais tenter de parler lentement afin que les interprètes puissent nous entendre. Donc, bonjour à tous ou bon après-midi, dépendamment de là où vous vous trouvez. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de discuter à la suite de mes collègues Thomas et Lavaillon. Et donc, mon propos va vraiment s'intéresser à trois grandes questions qui m'ont été soumises à réflexion. La première question, c'est quelles sont les méthodologies qu'on peut vraiment mobiliser pour tenir compte en fait de l'impact des interventions, mais surtout dans une perspective d'autonomisation du continent. La deuxième question concerne vraiment la façon de former les acteurs locaux pour mieux prendre en compte cette réalité de l'évaluation contextualisée. Et la dernière question, c'est comment les décideurs peuvent utiliser l'évaluation. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de questions. 10 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais je vais essayer d'aller droit au but et surtout en complément de ce que mes prédécesseurs ont apporté. Slide suivante. Next, please. Next slide, please.
Thank you very much. C'est toujours bien de commencer la présentation par une réflexion. Dans mes recherches, je suis tombée sur cette citation qui date de 1957 de Kwame Nkrumah, qui a été un dirigeant marquant pour le Ghana. Et il disait dans cette allocution-là que nous évaluons notre progrès à partir de la santé retrouvée de notre peuple, au nombre croissant d'enfants sur les bancs de l'école et à l'excellence de leur éducation. Nous le verrons dans l'accès à l'eau et à l'électricité dans chaque ville, chaque village, et dans la joie sincère de nos citoyens à pouvoir prendre en main leur destinée. Le bien-être de notre peuple est notre plus grande fierté, et c'est à cela que mon gouvernement souhaite être jugé. Alors, vous voyez déjà en 1957, les propos que nous avons aujourd'hui sont toujours d'actualité. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la joie sincère de nos citoyens à pouvoir prendre en main leur destinée. Et je pense que autant dans cette citation, on retrouve l'équilibre entre le bien-être des citoyens d'un pays ou d'une nation et l'importance d'évaluer les progrès. Et il y a une question de responsabilité du gouvernement à tenir compte de ces éléments-là. Et l'évaluation devient très clairement un outil qu'on peut mobiliser et expérimenter pour pouvoir rendre compte et tenir compte des aspirations nationales. Slide suivante. Next slide, please. Alors, quelles sont les approches qu'on peut mobiliser? Alors, je voulais rassurer Thomas que je suis totalement d'accord, hein. Vous savez, un évaluateur très connu, Michael Quinn-Patton, dans son ouvrage L'évaluation basée sur l'utilisation, a identifié près de 132 approches évaluatives. Et là, on était déjà en 2008. Et aujourd'hui, je pense que si on devait faire la liste de toutes les approches existantes, on en aurait beaucoup. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on a une boîte à outils pour l'évaluation qui est importante. Et je voulais souligner que tout dépend de l'objectif de cette évaluation. Ce ne sont pas les méthodes ni les approches qui doivent l'idée ou qui doivent orienter en fait les évaluations, mais ce sont les questions d'évaluation et l'objectif qui sous-tendent les interventions qu'on souhaite évaluer. Mais si on s'inscrit dans le sujet actuel, donc la question de la résilience et de l'autonomisation, très clairement, ma réponse, c'est il nous faut des approches évaluatives contextualisées, culturellement appropriée, équitable, inclusive et décolonisée. Le mot est lancé. Je pense que c'est un mot qui est dans l'air du temps et qui suscite beaucoup de débats et le débat, c'est très bien dans le domaine scientifique. Mais il faut également que ces approches, sans être des approches, disons, à la mode, soient capables de fournir des informations scientifiquement valides et susceptibles de se traduire en action. Et je pense que, en résumé, ça serait ça ma réponse. Alors, bien évidemment, si on s'inscrit dans le contexte africain, ça a été mentionné, une des innovations a été l'évaluation Made in Africa. J'ai pas trouvé la traduction française, mais on pourrait dire une évaluation portée par le continent africain qui souligne que le contexte, la culture, l'histoire et les croyances façonnent la nature des évaluations, en particulier dans une réalité africaine diversifiée et souvent complexe. Alors, ce type d'évaluation ou ce type de perspective nous ramène à un changement de paradigme. Il faut approcher les évaluations en tenant compte de la réalité du terrain et du contexte, ça a été dit plusieurs fois. Nous avons plusieurs approches qui essayent d'y répondre, en tout cas qui se positionnent comme telles dans la démarche évaluative. Je vais en citer quelques-unes. L'évaluation sensible à la dimension culturelle, c'est une évaluation qui prend en compte l'élément des cultures, des croyances, parce que elle est persuadée que ces éléments-là, culturels ou contextuels, influencent les résultats des évaluations. Donc, c'est pas une approche autonome, mais c'est une approche qui peut vraiment être transversale à travers les différentes méthodologies que l'évaluateur décide d'utiliser. L'évaluation évolutive
exécutive, elle s'inscrit beaucoup dans les approches innovantes, c'est-à-dire que l'évaluation accompagne le développement de projets. Je pense que Lavaillant sera d'accord avec moi. Il a parlé d'adaptation et c'est une approche évaluative qui ne regarde pas forcément la pertinence ni l'impact, mais qui accompagne au fur et à mesure le développement d'une intervention en intégrant le volet de la durabilité qui ne doit pas être un indicateur autonome non plus, mais qui doit être pensé dès le planning et dès la planification des interventions. Je trouve aussi que ça a été mentionné d'une certaine façon, l'évaluation réaliste. L'évaluation réaliste répond à la question qu'est-ce qui fonctionne pour qui, dans quelles circonstances. Donc, on regarde les effets des programmes en fonction du contexte particulier. Je donne un exemple concret. On peut avoir un programme de vaccination ou un programme de santé qui comporte les mêmes caractéristiques ou les mêmes domaines d'investissement, mais selon le contexte dans lequel ce programme sera mis en œuvre, les résultats pourraient être totalement différents. Donc, c'est très important d'avoir ce type d'approche. Si on s'inscrit un peu dans une perspective critique, nous avons l'évaluation démocratique délibérative ou encore l'évaluation axée sur les valeurs qui, là, met en évidence l'importance de mettre l'accent sur différentes perspectives des communautés, des parties prenantes et l'implication des parties prenantes est très importante. La difficulté parfois de ce type d'évaluation, c'est d'arriver au consensus et donc c'est pas toujours évident de pouvoir mettre en valeur les différentes perspectives, mais je pense que ça sort, en fait, ça ressort plus d'un art pour pouvoir valoriser équitablement les différentes perspectives plutôt que du technique en tant que tel. Enfin, deux dernières, et j'ai juste choisi celle-là, hein, je vous assure, il y en a beaucoup d'autres. L'évaluation transformatrice qui a été développée par Donna Mertens vraiment s'inscrit dans la branche des valeurs. Pour ceux qui connaissent l'arbre de l'évaluation, on a l'arbre des méthodes, on a l'arbre de la justice sociale, on a la branche, pardon, des valeurs et de la justice sociale. Et donc, cette évaluation-là s'inscrit dans une approche critique des sciences sociales et vise vraiment à mettre en valeur des objectifs de transformation sociale. L'évaluation autochtone qui a pris son ampleur depuis quelques années, notamment au Canada et dans les pays comme l'Australie également, a vraiment beaucoup d'avantages à être mobilisée sur le continent africain, d'autant plus que c'est vraiment une évaluation qui tient compte des schémas de pensée, des schémas culturels. Je dis schéma, mais le terme est peut-être inapproprié, mais des concepts relationnels, spirituels, voire même proverbiaux de différentes communautés dites autochtones et qui sont souvent des communautés marginalisées et à travers laquelle l'évaluation leur donne une voix. Donc, en gros, c'est une façon de donner la voix aux sans-voix et une des voies pour y arriver, c'est l'évaluation autochtone. Slide suivante, next please. En gros, vous allez me demander qu'est-ce que toutes ces approches ont en commun. J'ai repris cette citation très connue en fait, quand on dit rien sur nous sans nous, qui a été un concept développé beaucoup dans des approches basées sur les droits humains. C'est-à-dire que toute intervention qui est développée sur un type de population ou sur une population donnée ou une communauté donnée doit pouvoir intégrer et prendre en compte l'implication de celle-ci dans le processus de développement de cette évaluation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que différents types d'évaluations peuvent soit cacher, soit éclairer les enjeux liés à l'inclusion, à la culture, à l'autonomisation ou encore à la justice sociale. Et la phrase suivante est tout aussi importante, selon la manière dont les évaluateurs planifient et mettent en œuvre ces évaluations. Donc, du début du cycle jusqu'à la fin, si vraiment on veut s'attaquer à ces enjeux-là, qui sont des enjeux associés à l'autonomisation, il faut pouvoir en tenir compte de la planification à la mise en œuvre jusqu'à la dissémination des résultats. Donc, sur l'image à droite, on doit trouver un équilibre entre les valeurs qui sont souvent, certains diront les valeurs sont subjectives et la pensée évaluative qui, elle, est scientifique. Donc, cet équilibre-là est important si on veut vraiment avoir des approches qui répondent aux réalités actuelles. Slide suivante, next please.
Alors, deuxième question, c'est comment former les acteurs locaux pour pouvoir tenir compte de cette expression d'autonomisation et cette réalisation de l'autonomisation. Alors, je pense que la réponse à la question, c'est il faut faire avec et laisser faire. Alors, c'est très important ce que je dis ici, mais c'est pas si simple que ça. Ça a été dit au début. La plupart des financements internationaux ou de la coopération internationale dépendent des agences qui ont les ressources et qui distribuent les ressources au pays en fonction des objectifs donnés et des projets. Parmi ces projets, il y a toujours un volet apprentissage, mais qui sont ceux qui définissent les questions d'apprentissage et qui sont ceux qui définissent les modalités d'apprentissage? Alors encore une fois, je vais un peu sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, il faut le reconnaître. Premièrement, on parle de promotion d'une culture évaluative, pardon, à tous les niveaux. Trop souvent, on a tendance à se concentrer au niveau central, au niveau des ministères, au niveau des décideurs, mais les premiers ou les premiers bénéficiaires de ces formations sont au niveau décentralisé. Donc, non seulement il faut faire un plaidoyer à ce niveau central-là, mais il faut aussi s'assurer de l'utilisation effective des résultats. Bien sûr, renforcer les capacités techniques. Il faut considérer, bien évidemment, que l'évaluation est une discipline ou une transdiscipline, comme j'aime le dire, et c'est vraiment une pratique professionnelle avec des standards, des normes d'éthique, etc. Mais lorsqu'on forme les acteurs locaux, il faut repenser les modalités de formation. Les formations en salle avec des PowerPoint qui ne sont pas pratiques ont peu de chances d'aboutir à une efficacité ou une efficience. Il faut aller vers des méthodologies mixtes et innovantes. Ça a été mentionné aussi par mes prédécesseurs. Les méthodologies innovantes intègrent la digitalisation, mais il y a quand même ce qu'on appelle la fracture numérique dans plusieurs zones de nos pays et donc il faut pouvoir innover. Et quelles sont les méthodologies ou les modalités de formation qui conviendraient? Peut-être que avoir des méthodologies sur le terrain, comme ça a été fait dans plusieurs domaines, comme l'accès à l'eau potable ou tout le village traverse les différents lieux où il y a des points d'accès à l'eau, permettent d'avoir des réflexions collectives et communautaires. C'est une approche versus les approches digitalisées où on a des vidéos sur des téléphones, etc. Donc, il faut vraiment faire une analyse critique en matière de renforcement des capacités techniques. En termes de décolonisation des pratiques, qui est un aspect aussi important, si on s'inscrit dans des approches décolonisées, il faut que la formation aussi puisse vraiment tenir compte de cela. Alors, je vais peut-être le dire, c'est pas toujours évident, mais remettre en question les cadres d'évaluation standardisés. Alors, c'est pas facile, mais si on s'inscrit dans une volonté, on pourra y arriver. Donc, remettre en question les cadres d'évaluation standardisés, comme les modèles logiques, les cadres logiques, je suis partante pour ça. Cependant, si on veut vraiment décoloniser les pratiques, et comme en science, on aime vraiment questionner les choses, c'est de se dire, est-ce que cette approche-là est la plus appropriée, la plus adaptée pour le contexte ou la population cible que nous souhaitons former? Il faut favoriser la souveraineté méthodologique. Très souvent, on se rend compte que dans le Nord, on a accès à des données que dans le Sud, on ne peut même pas mobiliser parce qu'on n'a pas de base de données. Les revues sont publiées et soutenues dans le Nord. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire sur la souveraineté méthodologique et le fait de forger des partenariats régionaux ou entre pays pour pouvoir rendre accessibles ces données-là, ce qui m'amène à dire que les dispositifs participatifs et inclusifs sont importants, autant dans la co-construction des outils que dans la valorisation du savoir local. Et enfin, comme l'a dit Edoué au début, il faut encourager l'appui institutionnel et logistique local. On attend trop des ressources des agences. Il est temps aussi d'avoir une réflexion orientée vers quelles sont les ressources locales, nationales qui peuvent être mobilisées. Par exemple, les réseaux locaux de soutien comme les associations nationales d'évaluation font un travail extraordinaire et je pense qu'il faut les soutenir ou qu'elles se soutiennent entre elles davantage. Le terme qu'on utilise souvent, c'est le peer learning, l'apprentissage entre les pairs qui peut vraiment mobiliser ces éléments-là. J'en profite
profite pour parler du prochain Forum international francophone de l'évaluation qui aussi s'intéresse à ce sujet dont le thème est naviguer dans la complexité des transitions entre enjeux et méthodologie d'évaluation. Donc, on vous attend à Yamoussoukro du 10 au 12 juin pour ce faire. Donc, c'est tous ces espaces-là qui se passent sur le continent. L'appel à des experts aussi qui connaissent Linda, ces différents you contextes sont importants. How many minutes do Linda, I you have? have 2 minutes to wrap up. Thank you. Vous avez 2 Perfect. minutes. So next slide, I'm on Je at suis the à la end. fin. Perfect. Donc, next slide. Alors, finalement, la troisième question, c'est comment les résultats d'évaluation peuvent-ils être utilisés? Il y a 3 choses à tenir compte, dont il faut tenir compte. Les décideurs doivent connaître les résultats d'évaluation, c'est le volet savoir, c'est-à-dire il faut vraiment les amener à savoir comment l'utilisation de l'évaluation peut être reflétée dans leur travail et travailler aussi sur les outils de dissémination qui leur parlent. Ils doivent vouloir utiliser ces résultats d'évaluation, donc c'est à l'évaluateur de pouvoir mettre l'accent sur l'adaptation, l'alignement du temps de la décision politique et du temps des résultats d'évaluation, avoir des recommandations concrètes et actionnables. Et finalement, ils doivent pouvoir utiliser les résultats d'évaluation et là, c'est vraiment le plaidoyer autour de l'évaluation comme objet politique. Les résultats d'évaluation doivent refléter les débats de société et questionner les dynamiques de pouvoir et susciter la collaboration. Je vous ai mis une petite image à droite qui est très intéressante. Il est très difficile pour les acteurs ou les chercheurs ou les évaluateurs du Sud de participer à des conférences au Nord en raison des exigences que l'inverse. Donc, c'est vraiment la dynamique des pouvoirs à revoir. Et dernière slide, please. Next. Donc, je conclurai en vous laissant sur cette citation de Nelson Mandela sur l'esprit d'Ubuntu. La portée critique des méthodes et des approches ne doit pas nous enlever le fait qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on a l'habitude de dire. Toutes les approches ont un sens et maintenant, il s'agit de vraiment les contextualiser et de les adapter aux réalités du continent en termes d'autonomisation. Donc, c'est ce profond sentiment africain selon lequel nous ne sommes humains qu'à travers l'humanité d'autres humains. Et ce n'est pas un phénomène local, mais qui a contribué globalement à repenser en fait notre humanité de façon commune pour un monde meilleur. Si ça se passe pas bien quelque part, ça aura forcément un impact sur la planète dans son ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup et au plaisir de poursuivre la discussion. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Linda, de très belles paroles pour conclure votre présentation. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame Ngoné Ndoye, qui a été la ministre étrangère de la diaspora sénégalaise et est une ancienne sénatrice de la République du Sénégal. C'est la présidente et fondatrice du FEMIDEC, Femmes, Enfants, Migration et Développement communautaire. Et Ngoné, c'est un plaisir de vous recevoir. Je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, chers tous. Merci de me permettre de participer à ce panel de très, très grande importance, surtout en tant qu'élue locale et travailleuse avec les communautés de base et qui pense aujourd'hui pouvoir donner un peu ce sentiment des populations et des collectivités au nom de qui les politiques sont établies et poursuivies. Il m'a été donné de répondre à 2 questions principalement. Quels sont les effets des évolutions de la coopération internationale sur les dynamiques locales de suivi et d'évaluation des politiques publiques? Et aussi, quels sont les leviers disponibles pour mobiliser les acteurs locaux en faveur de l'évaluation des politiques publiques face à la réduction des financements internationaux? Je voudrais commencer par dire que certes, la communauté internationale, la coopération internationale a commencé à réduire ses financements aux pays africains, mais c'est au moment exactement où les populations africaines en tant que telles, qui sont pour la plupart jeunes, l'âge médian étant 19,4, ont elles-mêmes choisi la souveraineté et l'autonomie. Et donc, c'est un moment charnière, je pense,
où il va être assez facile de pouvoir concilier les deux situations. L'approche venant de la coopération internationale est celle qu'on a trouvée en Afrique cherchant la souveraineté et l'autonomie. Et cela, on peut le dire, l'exemple le plus patent, c'est que toutes les dernières élections en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ont porté au pouvoir des leaders très, très jeunes. Mais aussi même les pays qui n'ont pas été aux élections sont aujourd'hui dirigés par des équipes très, très jeunes. Donc, je pense que ça doit être assez facile, entre guillemets, mais en tout cas possible, de pouvoir être dans une dynamique assez révolutionnaire et porteuse. Analyser les conséquences de la reconfiguration de la coopération internationale dans le domaine de l'évaluation a des implications directes sur la manière dont les pays africains planifient, mettent en œuvre et évaluent leurs politiques publiques. L'un des effets notables de cette transformation est l'ajustement des priorités des bailleurs de fonds qui passent d'un financement massif et à un modèle direct de coopération plus orienté vers des partenariats stratégiques, l'investissement privé et les projets à impact rapide. Et ça, je reprends l'exemple qui a été donné pour le TER. Si aujourd'hui, il est convenu, comme l'a dit M. Melogno, il est convenu de faire une évaluation du TER d'accord parti, je pense qu'il y a aussi une évaluation interne pour les populations qui intègre les évaluations, les rapports coûts et impact sur les populations. Les populations aujourd'hui veulent savoir réellement est-ce que les coûts que l'on met dans tous ces programmes se reflètent non seulement sur les populations en termes d'apport et en termes de solutions, mais aussi est-ce que c'est un équilibre par rapport à la situation dans laquelle ils vivent. Donc, pour un peu pouvoir faire ces évaluations, il nous faut identifier les leviers pour renforcer les systèmes nationaux d'évaluation. Nous militons plus pour les systèmes nationaux. Autonomiser les institutions nationales d'évaluation. Elles doivent être ancrées dans des institutions robustes, indépendantes et bien financées. Je pense que l'évaluation est un outil de travail extrêmement important pour nos sociétés. Il s'agit de créer des structures au sein des gouvernements, même de renforcer celles déjà existantes, mais aussi d'en créer jusqu'au sein des services déconcentrés et décentralisés. Au Sénégal, nous avons 2 commissions déjà d'évaluation, une au niveau de l'Assemblée nationale, une autre au niveau de la Cour des comptes. Et cela leur permet d'évaluer, surtout pour l'Assemblée nationale, d'évaluer réellement avant de prendre des décisions, avant de légiférer, de comprendre réellement quels sont les impacts de ces évaluations-là sur les populations, mais aussi sur les programmes politiques, afin de ne pas dépendre exclusivement des partenaires au développement. Ce qu'il nous faut donc, ce sont des évaluations qui nous sont propres. Renforcer les capacités humaines et techniques. Il est essentiel de former la nouvelle génération d'évaluateurs, des évaluateurs locaux et des évaluateurs indépendants. Cela implique l'élargissement des programmes de formation en évaluation dans les universités africaines et l'amélioration des mécanismes de certification des professionnels de l'évaluation. C'est extrêmement important. Incorporer aussi des acteurs non étatiques dans le processus d'évaluation. Les jeunes, les femmes, les acteurs de la société civile et du secteur privé doivent être associés à cette conception, à la mise en œuvre et à l'analyse des évaluations. Je pense que la population africaine, en majorité jeune, est intéressée par les politiques de développement qui leur sont présentées. Donc, les impliquer dans ce travail devient presque vital. Les femmes que nous sommes, celles qui travaillons à la base, celles qui produisons le quotidien des populations, celles-là même qui, tous les matins, s'organisent pour que les enfants mangent, pour qu'ils aillent au poste de santé, pour que la maison soit propre, pour avoir accès aux instances de prise de décision, mais avoir accès aux services sociaux de base, ces femmes-là, elles ont leur mot à dire
parce que ce sont elles qui sont soit rapprochées des postes de santé, soit rapprochées du marché, soit rapprochées de l'école de l'enfant, soit qui vivent dans l'insécurité parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas de route praticable, carrossable, parce qu'il n'y a pas d'accès normal à la maternité. Elles doivent être impliquées dans ces évaluations-là. Cette approche participative garantit que les évaluations reflètent véritablement les besoins et priorités des différentes communautés. Le développement de méthodologies d'évaluation adaptées au contexte africain. Elles doivent être repensées pour répondre aux spécificités du continent et je félicite beaucoup Linda, notamment les défis de gouvernance, la diversité culturelle et les réalités économiques locales. À chacun sa spécificité. L'adoption de méthodologies participatives et l'utilisation de nouvelles méthodologies sont des voies prometteuses pour garantir la pertinence des évaluations. Chaque localité a ses réalités, chaque communauté a ses réalités. Et il nous faut donc innover pour avoir une appropriation nationale de l'évaluation. Innover comment? Grâce aux technologies numériques pour l'évaluation, telles que les plateformes de collecte de données en ligne, les applications mobiles pour les enquêtes et la gestion des résultats, pour faciliter l'accès à des données fiables et actualisées. Cela permet non seulement de rendre le processus plus transparent, mais aussi d'intégrer davantage les populations locales dans le processus d'évaluation. Les femmes transformatrices que nous sommes, les productrices de produits halieutiques, les transformatrices de produits locaux que nous sommes, tout le monde le sait maintenant, nous sommes adaptés au e-learning. Nous vendons sur la toile, nous échangeons sur la toile, nous contribuons au développement de nos activités entre nous interconnectés. Donc, je pense que nous sommes valablement outillés pour pouvoir contribuer aux évaluations, en créant aussi des réseaux africains de partage de bonnes pratiques. C'est important. Les pays africains peuvent tirer parti des initiatives Sud-Sud pour partager des connaissances, des outils et des méthodologies adaptées aux réalités locales. Nous allons recevoir au Sénégal toutes les têtes couronnées d'Afrique pour échanger des questions de l'heure, des questions de développement du continent, des questions de production de nouvelles donnes pour le continent. Et ça, autant nous le ferons au Sénégal à partir du 17 mai, autant nous l'entamerons au Mali du 1er au 4 mai. Cela veut dire que les peuples africains en eux-mêmes veulent prendre en charge les questions qui les intéressent, veulent comprendre pourquoi les jeunes africains font une migration irrégulière. Ils veulent comprendre pourquoi économiquement les femmes ne sont pas encore capables de porter leurs propres projets, pourquoi elles ne sont pas capables de vivre de leur stratégie et de leur capacité de transformation des produits, de leur capacité de produire des produits agricoles et des produits halieutiques. Donc, nous sommes en train je pense que toutes ces communautés-là doivent être invitées à l'évaluation selon justement des rapports de coopération Sud-Sud. Des réseaux qui permettent non seulement de renforcer la coopération intra-africaine, mais aussi de s'émanciper des modèles de coopération traditionnels, souvent dictés par les bailleurs de fonds externes. Bien entendu, les bailleurs de fonds sont plus justement dans le privé, dans le rapport économique qu'ils ont avec les populations du Sud. Ils ont plus intérêt, je ne dirais pas crûment à étouffer la réalité, mais en tout cas à ne pas de manière claire et lisible contribuer à l'évaluation pour nous affranchir de ce partenariat. Évaluation communautaire et participative, encourager l'évaluation à l'échelle communautaire permet de s'assurer que les projets prennent en compte les besoins spécifiques des populations locales. Le développement, il est d'abord local avant d'être national. Il est d'abord local avant d'être sous-régional. Le développement, il est porté par les communautés. Nous avons donc besoin d'entendre ces communautés-là, de connaître leurs pratiques, mais de leur donner la parole pour évaluer réellement le vécu par rapport à ce qui nous est présenté. Plutôt que de nous donner chaque fois des dettes, de nous demander à chaque fois de nous priver pour payer des dettes, les populations préfèrent elles-mêmes savoir comment elles vont évoluer économiquement et comment elles vont prendre en compte le peu qu'elles ont, mais pouvoir le fructifier pour le bénéfice de l'Afrique et de la localité. Ce type d'évaluation place les bénéficiaires au cœur du processus d'analyse et garantit une plus grande durabilité des projets. Faire bien entendu la promotion d'une culture de l'évaluation, parce que c'est important d'évaluer. Elle ne doit pas être perçue comme une contrainte,
mais comme un levier de développement. Sensibiliser les gouvernements, les acteurs privés et la société civile à l'importance de l'évaluation dans le cycle de vie des projets. À travers des campagnes de communication et de formation est essentiel pour sa pérennité. Je pense que les gens prennent plus au sérieux une activité, un programme, un projet, lorsqu'ils savent que du devenir de ce projet dépend justement l'évolution de leur communauté et de leur société. Pour cela, il faut qu'elles soient justement intéressées à l'évaluation de celle-ci. En conclusion, l'évaluation a un rôle stratégique à jouer dans l'autonomisation de l'Afrique face à la reconfiguration de la coopération internationale. Je pense que même c'est l'outil premier pour la souveraineté de nos peuples et de nos États. En tant qu'outil de gouvernance, elle permet aux Africains de mieux gérer leurs ressources, de renforcer leur système de gestion publique et de garantir que les politiques publiques répondent véritablement aux besoins de leur population. Il est urgent de promouvoir une évaluation indépendante, participative et adaptée au contexte local, tout en tirant parti des technologies et des partenariats intra-africains pour renforcer les capacités locales. L'Afrique ne pourra pleinement s'affirmer sur la scène mondiale qu'en assumant son rôle d'acteur clé dans la conception, l'évaluation et la mise en œuvre de ses politiques publiques. L'évaluation est à cet égard un outil fondamental pour mesurer les progrès, ajuster les stratégies et garantir que le développement soit inclusif et durable. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour la suite. Thank you very much. Un grand merci, Madame la Ministre. Je voudrais désormais donner la parole aux participants qui souhaiteraient poser des questions. Si vous souhaitez poser une question directement, n'hésitez pas à lever votre main, nous vous donnerons la parole. Si nous vous donnons la parole, faites preuve de concision et de brièveté dans votre question. Sinon, nous avons également des questions qui ont été posées dans la fenêtre. Je vais vous donner quelques secondes pour voir si quelqu'un souhaite intervenir. Pour poser une question directement. Megan, est-ce que vous pouvez donner la parole à cette personne? Alors, Yes, vous yes, m'entendez yes, bien? sir. Yes, please go ahead. Thank you. Ok, alors je vais parler en français, hein. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier tous les présentants, donc les panélistes de cette rencontre. Je tiens à préciser que c'était très riche d'apprentissage. On a pu beaucoup apprendre en fonction des différentes présentations. Donc, je m'appelle Yasser Bona, responsable suivi évaluation d'une ONG dénommée Roi GLF, basée au Sénégal. Donc, j'ai une question par rapport, je pense, à la première présentation, par rapport à l'évaluation du TR au Sénégal. J'aimerais savoir maintenant s'il existe dans ce genre d'évaluation des méthodes spécifiques parce que aujourd'hui, ou bien dans notre structure, on utilise parfois les méthodes de case expérimentale pour évaluer nos projets. Notamment, par exemple, le modèle du score de propension diffondif ou bien variable instrumentale, etc. Donc, j'aimerais savoir maintenant s'il existe des modèles purement spécifiques pour évaluer des programmes comme, par exemple, le TR. Merci. So, anybody would like Est-ce que to quelqu'un respond souhaite to this répondre question? à cette question Any of our panelists? parmi nos intervenants? Patricia, je peux répondre sur quelques Oui. points. Donc Merci, d'abord, Thomas. je vais rebondir parce qu'il y avait aussi une interrogation de Ngoné Ndoye sur cette même évaluation et qui est intéressante, je crois, dans sa construction, puisque l'évaluation qui sera conduite entre différents bailleurs, mais aussi le gouvernement, permet de traiter des questions qui intéressent les financeurs, qui intéressent le gouvernement et qui intéressent également les citoyens du pays. Ce que je trouve intéressant dans le caractère collectif de cette évaluation, c'est qu'elle va permettre de répondre à des questions en réalité assez différentes selon qu'on est un financeur. Et nous, par exemple à l'AFD, on doit justifier aussi l'argent public qu'on utilise vis-à-vis de nos propres citoyens.
Le gouvernement sénégalais probablement se pose la même question, mais évidemment, il n'a pas les mêmes citoyens. Et puis, troisième groupe, les citoyens eux-mêmes peuvent poser des questions à leur propre gouvernement en fonction des données, analyses qui vont être produites. Bon, il faut être clair aussi sur le fait qu'une évaluation, ça a été dit, je crois, par Lavagnon, mais également par les autres panélistes, il faut toujours déterminer ce à quoi les questions auxquelles on cherche à répondre. Et selon son point de vue, peut-être que ce ne sont pas exactement les mêmes selon sa posture. Ce que je trouve intéressant dans cet exemple, on voit sur un même objet comment les questions peuvent être différentes selon sa position. Ce qui veut dire d'ailleurs que peut-être les personnes qui liront les résultats seront plus intéressées par certaines parties, peut-être moins par d'autres. Mais ça, à la limite, ça n'est pas très grave. Ce que je trouve intéressant, c'est pour la partie collecte de données, de les mutualiser pour produire, d'abord limiter les coûts, et puis deux, produire une connaissance commune. Ensuite, ça ne crée pas forcément un consensus. Je crois que c'était Linda qui disait, est-ce qu'une évaluation démocratique, elle produit un consensus? Pas forcément, parce que un même projet, une même politique peut satisfaire certains, ne pas satisfaire d'autres, mais ça, à la limite, dans un contexte démocratique, j'allais dire, c'est la vie. L'intérêt de l'évaluation, c'est de faire apparaître des résultats qui ne sont pas en effet nécessairement consensuels, parce que il peut y avoir, j'invente le chiffre, hein, mais 80% de personnes qui sont contentes et d'autres qui sont mécontentes. Après, c'est aux autorités d'un pays de décider si c'est un bon équilibre politique, si c'était dans l'intérêt général, éventuellement comment on peut compenser des perdants. Mais c'est vrai que l'évaluation, le processus peut permettre de partager des résultats. Il ne crée pas nécessairement un consensus de tous sur est-ce que ces résultats sont bons ou pas bons, ne serait-ce que parce que les positions des uns et des autres peuvent être différentes. Peut-être dernier élément, peut-être Yasser, sans être un spécialiste de cet exercice, mais vous pouvez peut-être m'envoyer un message privé séparément. Oui, l'idée est aussi de mélanger des collectes plus qualitatives auprès de populations, ce qui, je crois, sont très importantes pour les autorités à la fois de la ville, de Dakar et du gouvernement, des données quantitatives sur les usagers de ces infrastructures et de coupler aussi avec des sortes d'analyses à l'échelle de l'agglomération pour voir qui sont les bénéficiaires directs, mais aussi les bénéficiaires indirects. Donc voilà, il y a une combinaison de méthodologie et d'objectifs en fonction des questions évaluatives qui sont posées. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais s'il y a des questions spécifiques là-dessus, peut-être je pourrais les transmettre aux personnes qui sont directement dans ce projet. Merci. Thank you very much, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. I'd like to allow Bouba. J'aimerais donner la parole à Bouba Abdurrahman. Je vais vous donner la parole et Yes, please go ahead. allez-y. Okay, I would like to ask my question Je vais in- poser ma question Ok, en français. bonjour à tout le monde. Ma question s'adresse beaucoup plus à Madame Ray et elle est beaucoup plus liée à l'aspect de la décolonisation de l'évaluation. Et elle a évoqué lors de sa présentation le fait de renoncer à l'évaluation standardisée. Et du coup, moi, je voudrais lui demander, est-ce qu'elle peut nous donner un exemple palpable qu'on puisse comprendre comment est-ce que, à travers cet exemple, l'évaluation est décolonisée. Merci. Merci Bouba pour la question. Juste pour préciser, je ne suis pas focalisée sur les aspects de décolonisation. Je suis une professionnelle de l'évaluation et je suis bien consciente que dans notre boîte à outils, il y a, comme je l'ai dit, plusieurs approches. Mais si on veut s'inscrire dans une perspective d'autonomisation, on constate souvent que quand on arrive sur le terrain et qu'on veut faire des évaluations, on a quand même des outils préétablis et préutilisés, notamment dans le Nord. J'ai donné l'exemple des modèles logiques ou des cadres logiques. Et un exemple pour pouvoir remettre en question ces cadres-là, c'est peut-être de faire appel à des méthodes visuelles ou des méthodes de dessin. Je pense que ça a été utilisé beaucoup par des organisations comme UNICEF lorsqu'ils veulent évaluer, ils veulent impliquer les enfants dans l'évaluation. C'est vraiment à travers d'autres outils
qui ne sont pas les outils traditionnels. Le volet de décolonisation, j'ai donné un autre exemple, c'est par exemple si on veut identifier les problématiques ou si bien on veut par exemple évaluer la pertinence d'une intervention, ça a été utilisé aussi dans le domaine de l'accès à l'eau potable. La phrase qu'on utilise souvent, c'est community walk et des membres de la communauté accompagnent l'évaluateur ou l'évaluateur accompagne les membres de la communauté. Ils vont de point d'eau en point d'eau pour identifier les différents enjeux. Donc, c'est sûr que si je compare le community work avec une revue de la littérature sur les enjeux liés à l'eau, c'est deux approches différentes, seulement que l'une est appropriée et adaptée à l'implication des communautés et n'est pas contradictoire avec une revue de littérature sur les enjeux liés à l'eau. Donc, tout est question au lieu comment je vais dire ça, d'importer des modèles préétablis, c'est d'ouvrir la voie à d'autres approches qui pourraient nous permettre d'avoir plus de contexte et d'éléments culturels dans les approches qu'on met en œuvre en matière d'évaluation. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. À vous. Oui, tout à fait, ça a été clair. Merci beaucoup. Thank you. And before Merci. passing the floor, Avant de donner la parole ou de donner le micro à quelqu'un d'autre, il y a une question dans la section questions-réponses pour le professeur Ika. Carlyle Evine dit, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Cela m'a fait penser à quelles connaissances sont valorisées quand il s'agit de produire des constats utilisables. Thanks a lot, Patricia. Merci beaucoup, Patricia. Merci pour la question. C'est une très bonne question. La question, donc, de façon de savoir est très importante ici, surtout quand j'entends Linda parler de la décolonisation, des pratiques d'évaluation. Ces questions, des façons que nous arrivons à savoir devient très importante. Quand il s'agit d'évaluation basée ou axée sur l'Afrique, il faut être créatif dans notre approche, comme Thomas et Linda l'ont suggéré, mais il faut pour ce faire suggérer de nouvelles façons de s'y prendre, de nouvelles méthodes d'évaluation, des nouvelles façons de pratiquer l'évaluation et des nouvelles façons de préparer nos rapports d'évaluation. Ça veut dire que nous ne pouvons pas utiliser les mêmes outils en pensant qu'on va prendre une approche novatrice. Il faut donc repenser l'évaluation, établir un nouveau cadre. Et là, il faut injecter de nouvelles façons de penser y inclut les philosophies qui sont dérivées ou qui viennent en majorité de l'Afrique, des façons de penser qui viennent de l'Afrique. Et il faut que nous intégrions les cultures africaines dans la façon que nous concevons ces outils d'évaluation. C'est plus facile à dire ou en fait, de faire ceci. L'objectif global est clair, mais les moyens prendront du temps à y arriver. Il n'est pas suffisant d'avoir une évaluation axée sur l'Afrique, de dire que l'évaluation est axée sur l'Afrique où nous empruntons des outils. Cela ne fonctionne pas, à mon avis. Il faut que nous repensions, premièrement, l'évaluation, mais vous ne pouvez pas repenser l'évaluation sans repenser la gestion des projets. Comment pouvez-vous évaluer un projet si vous ne comprenez pas les responsabilités du directeur du projet? Ces deux disciplines doivent se parler, les praticiens doivent se parler. Il faut que nous apprenions les uns des autres, sinon ça ne va pas marcher. Voici les commentaires que je peux faire à base de cette question. Thank you very much, Ika. Merci beaucoup, Ika. Il y a une autre question de Daniela Ladecker. Comment est-ce que le gouvernement sénégalais a l'intention de combler la lacune créée par le manque de fonds des bailleurs? Quels sont vos conseils pour les autres gouvernements sur le continent et pour le Sud global? René, est-ce que vous voudrez bien répondre à cette question? Merci. Sans représenter le Sénégal. Je ne suis pas du gouvernement du Sénégal, donc déjà le dire à, Je à pensais que vous étiez le Daniela. gouvernement ici.
Merci beaucoup. Mais bon, je pense que ce problème, il est commun à tous les pays africains. Puisque nous savons qu'ils vont retirer leurs fonds, moi, ce que je pense, c'est que la souveraineté commence d'abord par le travail à la base, le travail personnel de chacun. Commence d'abord par la prise en compte de chacun de sa responsabilité. Et les jeunes Africains, justement, réclament cette souveraineté parce qu'ils pensent que leurs ressources sont dilapidées, que ce soit des ressources halieutiques, que ce soit des ressources minières, que ce soit des ressources de tout genre, de tous ordres que les pays africains ont. Nous, enfin, eux, les jeunes, pensent que de manière vraiment... Linda, merci pour le mot décolonisation. Les gens pensent qu'il faut vraiment que ça revienne entre nos mains. Donc, pour commencer, il faut justement les impliquer dans cet exercice de travail, de valorisation des ressources, de capitalisation des ressources, d'accompagnement des politiques publiques, justement pour accéder à ces ressources-là. On ne peut donc pas le faire sans la communauté, sans engager la communauté, sans faire comprendre à la communauté son rôle. Et c'est pourquoi il est important, je pense, de savoir qu'il est temps que nous puissions par nous-mêmes évaluer ce que nous faisons. L'évaluation n'est pas seulement valable pour l'autre côté, elle est aussi valable pour nous-mêmes. Est-ce que nous travaillons suffisamment? Est-ce que nous avons justement toutes nos ressources humaines qui sont un peu éparpillées de par le monde? Est-ce que ce n'est pas le moment de les récupérer? Est-ce qu'il ne faut pas justement mettre en priorité le sentiment des populations africaines, ce qu'elles souhaitent faire de leur devenir? Et si je pense que si nous faisons cela tous, nous pouvons déjà avoir 50% de réponses. Et certainement, l'État du Sénégal pense qu'il peut pousser, accompagner, orienter les jeunes vers justement ce travail et de la terre et le travail aussi, l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance de tous ordres et en tout genre. L'Afrique regorge de connaissances, de capacités, de force. Elle a la plus grande jeunesse. Et les plus grandes surfaces arables sont en Afrique. Nous avons suffisamment d'eau. Nous avons le soleil, qui est une manne, un don de Dieu. Je pense que tout simplement, il faut requalifier le jeu, le redimensionner et chacun jouera sa partition. Thank Est-ce you que je very pourrais ajouter much. quelque chose très rapidement, Patricia? Excusez-moi, j'étais... Oui, c'est Basilica, yes, très important please. ce que la ministre vient de souligner. Moi, j'aimerais ajouter donc la question du renforcement des capacités dont parlait Linda tout à l'heure. Elle est un complément utile et extrêmement importante pour atteindre les objectifs que la ministre vient d'évoquer. Et il faudrait donc que l'Afrique puisse investir dans le renforcement des capacités elles-mêmes, renforcement des capacités en évaluation, une évaluation qui soit faite par les Africains, avec les Africains et pour les Africains. Et si possible, puisque les ressources ne sont pas toujours là, en collaboration avec l'international. Et ça, c'est capital pour que le renforcement des capacités lui-même soit contextualisé afin que l'évaluation elle-même soit contextualisée, comme disaient mes prédécesseurs tout à l'heure. Sans quoi, mais on ne va pas y arriver. On ne peut pas développer des capacités en évaluation sans travailler ces capacités-là. Merci. Patricia, maybe I can add one. Patricia, j'aimerais ajouter une phrase à cet égard pour venir en complément. Dans la dernière slide, j'ai parlé de pouvoir, savoir et vouloir. Je pense que on a de très bonnes intentions sur le continent, mais parfois on manque de volonté concrète. Et je pense qu'il faut qu'on puisse très clairement prendre en considération le fait que si on veut vraiment que les choses changent, il faut très clairement aussi dégager des ressources et peut-être repenser où les ressources vont et si ces ressources sont positionnées au bon endroit pour obtenir les objectifs ou les aspirations que l'on a sur le continent. Donc, pour revenir au renforcement des capacités, on réfléchit beaucoup et bravo encore pour le CLEAR qui accompagne beaucoup de gouvernements là-dessus. Autant qu'on développe des lois sur l'évaluation, il faut qu'il y ait des budgets qui vont avec l'évaluation. Il faut qu'il y ait des budgets qui vont avec le renforcement des capacités. Et ces ressources-là, elles peuvent commencer
de façon très minime. Mais le plus important, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique-là, elle doit vraiment être endogène et vraiment soutenir les différentes approches si on veut vraiment parler de décolonisation ou d'ouverture à de nouvelles pratiques évaluatives contextualisées. Merci. Thank you very much. So we are Merci just beaucoup. Je peux dire un mot? Il nous reste juste quelques minutes. Connais, s'il vous Est-ce plaît. que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup. Oui. Merci. En fait, je pense que nous avons nous-mêmes donné la solution. S'il faut des moyens propres aux pays africains, s'il faut des moyens justement dédiés pour la formation, dédiés pour la capacitation et aussi aux formes d'évaluation afin que l'Afrique se libère justement et s'autonomise, mais la solution, c'est qu'il faut que l'Afrique tienne en main ses ressources. Oui, il nous faut une volonté politique forte, accrue, mais la volonté politique peut être imposée par les communautés, par les populations, par la base. Et aujourd'hui, cette base, elle est suffisamment préparée, suffisamment outillée et suffisamment engagée pour justement pouvoir trouver des solutions idoines. Je dis, nous sommes à un moment charnière. L'Afrique le demande, la coopération internationale est un peu lasse. Je crois que ça va aller. Nous pourrons nous-mêmes prendre en main notre destinée. Maintenant, les techniciens de l'évaluation, ces grands messieurs et dames de la recherche sur l'évaluation, ils vont justement servir ce continent, je sais, avec beaucoup de volonté et d'engagement. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you so much for the Merci énormément pour cette discussion si animée, tant de questions. J'espère que toutes ces questions qui sont restées sans réponse deviendront donc les sujets de blog ou de séminaires que nous pourrons organiser pendant le reste de l'année. Je ne sais pas si Edoué pourra nous faire des derniers commentaires. Il était supposé être le modérateur aujourd'hui, mais il a eu des pépins techniques. J'aimerais remercier tous les intervenants. Il a été un énorme plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je pense que la conservation et les questions que vous avez reçues, et que cela est vraiment dû au fait que vous avez éveillé des idées très intéressantes. Merci de votre présence. Merci à tous les participants. Nous allons partager les présentations et l'enregistrement du webinaire avec tous les participants. Tout ceci sera mis à disposition du public. J'aimerais donner juste 30 secondes à chacun des intervenants s'ils aimeraient donc donner quelques paroles de conclusion pour m'aider à clore cet événement. Peut-être, professeur Rika, est-ce que je peux commencer avec vous? J'aimerais tout simplement, merci beaucoup Patricia, j'aimerais tout simplement dire donc il faut que l'Afrique travaille à ce que l'évaluation puisse être faite, comme je le disais tout à l'heure, par les Africains, avec les Africains et dans l'intérêt des Africains. Merci. Merci beaucoup. Thomas. En rebondissant sur ce que vient de dire Lavagnon, moi je pense que c'est un projet essentiel d'avoir une souveraineté dans la capacité à évaluer ses propres politiques publiques. Après, il faut s'en donner les moyens financiers et les moyens humains, comme ça a été dit. Et là, je dirais, la souveraineté, elle vient avec la responsabilité et assumer le coût qui va avec. Après, les acteurs internationaux, ils ont leurs propres questions. Parfois, elles se recoupent et on peut faire des partenariats ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui est posée d'abord aux responsables politiques ou officiels africains pour qu'ils puissent déterminer leurs propres agendas et les ressources qui vont avec. Et après, il peut y avoir des partenariats internationaux. Mais je dirais dans un second temps, la première étape, c'est quand même de se doter des capacités pour suivre cette politique publique de l'évaluation. Merci beaucoup, Thomas. Linda? Nothing to add, Je n'ai rien ajouté, juste pour dire que c'est le début de la conversation. Je m'attends avec impatience à continuer cette discussion, peut-être avec un autre forum de discussion. Merci. Thank you very much. And
Merci beaucoup, très bien. Je pense que tout le monde a eu l'occasion d'intervenir brièvement. Et Edoé me demande... Dans tous les cas, voilà, merci beaucoup d'avoir été ici. La GEI et Merci. ClearFA sont déterminés à améliorer l'évaluation dans le monde. Bien sûr, ClearFA se concentre sur les pays francophones de la région africaine. Nous allons continuer à organiser des webinaires comme celui-ci et à publier des produits de connaissances pour faire durer la conversation. Merci beaucoup, au revoir et passez une bonne journée. Thank you. Au revoir. Bye. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Thank you. Merci vraiment. Et un grand appel à la diaspora africaine. Il faut qu'elle puisse aussi s'impliquer au devenir du continent. Voilà. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous. C'était un plaisir. Thank you. Thanks Thanks. a lot, Megan, Patricia, for Thank you. setting up together. Thank you. Bonne fin de journée. Enchanté, Merci Thomas. encore. Au plaisir. Merci, Lavagna. Merci. Bye. Thanks, Thomas.